Enfin, il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat. Le 24 août 2023, Sophie Davant quitte brutalement France 2 après plus de 3 décennies de carrière. Aucun discours officiel, aucune déclaration publique. Juste un départ, silencieux, mais lourd de sens. Dans les couloirs de France Télévisions, le nom de William Lémergie résonne en sourdine. Ancien mentor, figure tutélaire ou geôlier invisible? Pourquoi cette animatrice adorée a-t-elle mis si longtemps à s'émanciper? Et que cache vraiment cette relation trouble entre deux visages phares du petit écran français? Derrière le sourire lumineux de Sophie se dissimule une histoire de domination, de manipulation et d'une vengeance douce mais implacable. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, Sophie Davant grandit dans une famille discrète mais cultivée. Fille d'un professeur de biologie et d'une mère férue de littérature, elle apprend très tôt à se fondre dans les attentes des autres. L'excellence, le sourire, la maîtrise. En apparence, tout semble lisse, mais déjà une faille. Le besoin constant de validation, de reconnaissance. Elle entame des études de journalisme à l'IUT de Bordeaux avant de rejoindre le Centre de formation des journalistes à Paris. Là, elle découvre le monde médiatique, exigeant, codé, dominé par les hommes. Pourtant, quelque chose en elle accroche. Une énergie douce mais déterminée, une capacité à rassurer, à capter la lumière sans jamais l'imposer. En 1987, à tout juste 24 ans, elle rejoint Antenne 2. Elle est jolie, professionnelle, sérieuse, un peu réservée. On lui propose la météo, tremplin classique. C'est là qu'elle croise William Lémergie, alors star incontestée de Télématin. Il est charismatique, installé, redouté. Il la remarque très vite. Lémergie lui ouvre des portes. Il la recommande, l'intègre dans des chroniques, la pousse à l'écran. Le duo fonctionne. Devant les caméras, il la taquine, en coulisses, il l'oriente. Pour Sophie, c'est un appui inespéré, une main tendue dans un univers encore très fermé. Mais avec le temps, ce mentorat se mue en dépendance. Chaque choix, chaque évolution passe par lui. Et Sophie, sans s'en rendre compte, apprend à demander la permission pour exister. Elle devient indispensable à l'antenne, mais jamais totalement libre. À cette époque, elle ne voit rien d'anormal. Le système fonctionne. Elle progresse, elle gagne en notoriété, elle accumule les expériences. Pourtant, elle reste toujours dans l'orbite de William. Le moindre écart est noté, la moindre ambition personnelle suscite un froncement de sourcils. La relation est ambiguë, ni amoureuse, ni strictement professionnelle. Un mélange d'admiration, de crainte et de loyauté muette. Dans les couloirs, on parle d'un tandem efficace. En réalité, Sophie s'efface progressivement derrière un homme qui ne supporte pas l'ombre d'un doute sur sa propre autorité. La jeune animatrice commence à intérioriser les critiques, à douter d'elle-même. Elle devient perfectionniste à l'excès, redoutant l'erreur comme une trahison. Ce n'est plus un travail, c'est un test permanent. Et celui qui évalue est toujours le même. Pourtant, un jour, une faille apparaît. Un moment d'agacement, une parole blessante, un projet rejeté sans raison valable. C'est fugace, mais suffisant pour semer une graine. Et si tout cela n'était pas bienveillant? Et si derrière le sourire paternaliste se cachait une peur, celle de la voir devenir plus grande que lui? C'est là, sans qu'elle le sache encore, que commence pour Sophie Davant le long chemin vers l'émancipation. Années 90. Sophie Davant devient un visage familier du paysage audiovisuel français. Après la météo, elle enchaîne les émissions. C'est au programme, toute une histoire, service maximum. Elle sourit, elle rassure, elle guide. Le public l'adopte. Elle incarne une télévision de proximité, bienveillante, accessible. En 1998, C'est au programme s'impose dans la grille matinale de France 2. Diffusée 5 jours sur 7 pendant près de 20 ans, l'émission atteint des audiences stables, autour de 700 000 à 900 000 téléspectateurs quotidiens. C'est une performance remarquable dans une case réputée difficile. Sophie y affirme son style, rigoureuse, douce mais ferme. Elle est partout. Et pourtant, une forme d'invisibilité persiste. William Lémergie, toujours en charge de Télématin, reste l'architecte de l'univers matinal. Même lorsque les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est lui que la direction écoute en premier.
Sophie, malgré ses succès, demeure la collaboratrice modèle plutôt que la chef d'orchestre. Mais le vent commence à tourner. Avec l'explosion des réseaux sociaux et la montée des figures féminines fortes à la télévision, Sophie Davant devient une marque en soi. Elle lance un blog, anime des conférences, signe des livres sur le bien-être, le développement personnel, le vieillissement assumé. Des sujets qui résonnent fort chez les femmes de plus de 45 ans, une cible longtemps négligée du paysage audiovisuel. En 2017, elle devient l'animatrice de Affaires conclues, émission quotidienne sur les enchères et les objets anciens. C'est un succès immédiat. Le programme dépasse régulièrement 1 million de téléspectateurs, un record pour un programme de milieu d'après-midi sur France 2. Sophie y révèle une nouvelle facette, complice, curieuse, connectée aux histoires de vie derrière les objets. Elle ne se contente plus de présenter, elle porte, elle incarne, elle devient indispensable. En 2019, selon un sondage TV Magazine, elle figure dans le top 5 des animatrices les plus appréciées de France, derrière Nagui et Stéphane Bern. Mais dans les couloirs de France Télévisions, une tension diffuse s'installe. Certains observateurs notent une hostilité voilée à l'égard de ce succès inattendu. William Lémergie, désormais retiré des écrans mais toujours influent dans certaines sphères de décision, aurait exprimé des réserves sur le format et la tonalité de l'émission. D'autres évoquent des réunions houleuses où les projets de Sophie sont systématiquement réévalués, ralentis, parfois même détournés. Des voix anonymes au sein de la rédaction affirment que tout ce qui venait d'elle était passé au crible avec une suspicion inhabituelle. Pendant ce temps, Sophie continue d'avancer. Elle soigne sa relation avec le public. Elle multiplie les interactions en ligne, poste des coulisses, répond aux messages. Elle devient plus qu'une animatrice, une confidente nationale. Et pourtant, dans chacune de ses interviews, une gêne affleure dès qu'on évoque son ascension. Pas de fierté excessive, pas de nom nommé, juste une pudeur et parfois une phrase lâchée comme celle-ci. Le plus difficile, ce n'est pas de réussir, c'est de réussir quand personne autour de vous ne l'a souhaité. À ce stade, elle aurait pu revendiquer sa place. Elle ne l'a pas fait. Pour loyauté, pour peur, pour stratégie? Le doute s'installe. Et si son plus grand obstacle, ce n'était pas l'échec, mais la manière dont certains voulaient lui interdire la victoire. Car à mesure que sa notoriété grimpait, les résistances internes devenaient plus tenaces, moins visibles mais plus sournoises, comme si chaque pas en avant était un affront pour ceux qui pensaient l'avoir façonné. Et c'est là que commence l'ombre portée, l'histoire que le public ne voit pas, celle d'une réussite sous surveillance, d'un succès qui dérange. Ce sont d'abord des remarques, des phrases en apparence anodines, mais qui laissent une trace. William, en plateau, ponctue souvent les interventions de Sophie par des commentaires ironiques. « Ah, elle a tout compris, comme toujours. » Ou encore « Faites-lui confiance, elle sait mieux que tout le monde. » Le ton est faussement complice, mais les regards dans le studio en disent long. En privé, les témoignages d'anciens collaborateurs dépeignent un climat de tension latente. Un producteur ayant travaillé sur « C'est au programme » raconte anonymement dans un article de Télé Loisirs « On sentait que Sophie devait se battre 2 fois plus pour faire passer ses idées, et quand elle avait une initiative, elle était très vite recadrée par la hiérarchie ou par ceux qui l'influençaient. » Un autre détail revient fréquemment, le refus systématique de certaines propositions de projets portées par Sophie, pourtant jugées innovantes par l'équipe. À chaque fois, un mur invisible se dressait, et derrière ce mur, toujours les mêmes noms. Certains journalistes évoquent une véritable mise sous cloche de la carrière de Sophie. Elle avait le droit d'être populaire, mais pas trop influente. Elle pouvait briller, mais dans un cadre bien défini, sans jamais déborder. D'autant plus qu'en parallèle, William Lémergie, bien qu'en retrait de l'antenne depuis 2017, gardait des liens puissants au sein de France Télévisions. Son statut d'icône matinale lui offrait un poids informel, mais réel. Et son regard, toujours posé sur l'évolution de Sophie, semblait nourrir un mélange complexe de fierté contrariée et d'irritation voilée. À plusieurs reprises, Sophie elle-même a laissé filtrer quelques signes de mal-être. Dans une interview donnée à Paris Match en 2020, elle confiait à demi-mot « J'ai longtemps évolué dans un univers où l'on m'appréciait, tant que je restais à ma place. » Une phrase qui résonne comme un avertissement, mais peu y prête attention.
Le public, lui, continue d'aimer cette femme souriante et accessible. Mais derrière la caméra, la fatigue psychologique commence à se faire sentir. Sophie doute d'elle-même. Elle hésite plus souvent. Elle confie à des proches qu'elle a l'impression d'être piégée dans un rôle. Une forme de dissonance s'installe. Un proche de la rédaction affirme « On sentait que Sophie avait de plus en plus besoin d'exister en dehors de la structure. Elle multipliait les projets annexes, livres, podcasts, conférences. C'était sa manière de respirer. » Mais plus elle prend d'initiative, plus les obstacles se multiplient. Certaines réunions sont annulées au dernier moment, d'autres sont convoquées sans qu'elle n'en soit informée. Un ancien cadre de France 2 parle d'un véritable climat d'étouffement progressif, savamment orchestré. Et au cœur de cette atmosphère brumeuse, une certitude commence à émerger. Sophie n'est plus en sécurité dans son propre environnement professionnel. Elle comprend que la reconnaissance ne suffira jamais, que le système ne lui permettra pas de s'épanouir pleinement tant qu'elle restera dans cette structure, sous cette influence. Mais comment rompre? Comment quitter un univers qui vous a tout donné et tout pris? Et surtout, comment s'affranchir d'un mentor devenu une ombre envahissante sans exploser publiquement? C'est là qu'elle conçoit un plan, une stratégie. Pas un affrontement, pas un scandale, mais une fuite organisée, une évasion sans bruit, une révolution en doucerure. Tout bascule en 2023. Après plusieurs mois de rumeurs persistantes, France 2 annonce que Affaires conclues changera de format, de décor et potentiellement d'animatrice. Rien n'est officiel, mais les bruits de couloir sont clairs. Sophie Davant pourrait être écartée. Le choc est immense. Le public s'interroge. Pourquoi toucher à une émission qui cartonne? Pourquoi fragiliser une animatrice au sommet de sa popularité? Dans les studios, l'atmosphère est glaciale. Sophie n'est pas informée directement. Elle l'apprend par des échanges indirects, des mails ambigus. Pire encore, des décisions sont prises sans sa présence. On évoque des raisons de renouvellement éditorial, de réalignement stratégique, mais personne ne peut expliquer pourquoi celle qui a porté l'émission pendant 6 ans serait tout à coup devenue une variable gênante. À la surprise générale, elle garde le silence. Pas de communiqué, pas de plainte, pas de règlement de compte dans la presse. En apparence, elle continue comme si de rien n'était, mais en coulisses, elle prépare sa sortie. Discrètement, elle négocie avec Europe 1. Et le 24 août 2023, l'annonce tombe. Sophie Davant quitte France 2 pour se consacrer à la radio. C'est un séisme symbolique. Plus de 30 ans de carrière télévisée s'achèvent dans un murmure. Aucun hommage officiel, aucun adieu en grande pompe, juste un départ, une sortie par la petite porte, mais choisie, calculée et chargée de sens. Les réactions ne se font pas attendre. Le public exprime son incompréhension. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent. Des hashtags apparaissent. Merci Sophie, soutien d'avant. La presse s'empare du sujet. Le Parisien, Télé Loisirs, Gala, tous publient des articles évoquant des tensions internes, des jalousies professionnelles, des tentatives de marginalisation. Un nom revient dans toutes les analyses. William Lémergie, ancien mentor, ancien protecteur, devenu silencieux, trop silencieux. Certaines sources affirment qu'il aurait pesé pour un remplacement discret de Sophie à la tête d'Affaires conclues. Officiellement, il n'est plus décisionnaire, mais ses amitiés solides avec plusieurs membres de la direction continuent de lui offrir une influence. Il aurait jugé que Sophie occupait trop de place, qu'il était temps de passer à autre chose. Un consultant télévisuel témoigne dans Télérama. Dans ce milieu, les femmes qui durent dérangent, surtout quand elles prennent leur autonomie, et encore plus quand elles ont commencé sous l'aile d'un homme qui, lui, ne supporte pas d'être éclipsé. Mais Sophie ne réagit pas, elle trace son chemin. Quelques semaines après son départ, elle lance une nouvelle émission quotidienne sur Europe 1, Sophie et les copains. Elle y retrouve sa voix, son ton, sa liberté. Elle choisit ses sujets, son rythme, ses invités. L'audience est au rendez-vous, et surtout, elle est enfin hors de portée. Le contraste est brutal. À la télévision, elle était encadrée, encadrante, filtrée. À la radio, elle est directe, authentique, presque militante. Elle aborde des sujets personnels, parle de ses doutes, de sa reconstruction. Pour la première fois, elle évoque ouvertement les manipulations qu'elle a subies sans jamais nommer les auteurs. Dans une interview accordée à Elle confie «
Il y a eu des années de malaise, de frustration, de fatigue mentale. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais un jour, on comprend que ce n'est pas normal d'avoir si peu de confiance en soi alors que le public vous porte. C'est un moment de bascule. L'aveu est là. Pas frontal, pas accusatoire, mais puissant. Sophie met des mots sur ce qu'elle a vécu, et en creux, chacun comprend. Elle a été enfermée dans une cage dorée et le geôlier n'était pas si bienveillant qu'il ne paraissait. Les médias n'ont plus besoin de traduire, le public comprend et soutient. La femme forte, digne, qui n'a jamais crié mais qui a conquis sa liberté centimètre par centimètre. Pas en criant vengeance, mais en réussissant ailleurs, en devenant une version d'elle-même que personne ne pourra plus réduire. La chute n'a pas été de Sophie, c'est la chute d'un système, d'un mode de fonctionnement patriarcal, vertical, basé sur la dette et la loyauté forcée. Et cette chute-là, silencieuse, est bien plus retentissante qu'un clash en direct. Ce n'est que plusieurs mois après son départ définitif de France Télévisions que Sophie Davant accepte pour la première fois de nommer les choses. Pas les personnes, mais les faits. Dans une interview marquante accordée à Le Journal du Dimanche en février 2024, elle déclare « J'ai longtemps été loyale à un environnement qui ne l'était pas envers moi. » Une phrase lourde, une phrase qui dit tout sans dire plus. Lorsqu'on l'interroge sur les pressions subies, elle ne nie rien. Elle évoque des années de frustration, de doutes semés par des paroles perfides, des projets freinés sans explication, des remarques déplacées sur son physique ou son prétendu besoin de reconnaissance. Des attaques insidieuses, jamais frontales mais constantes. Le genre de micro-agression qui ronge l'estime de soi à petit feu. Elle parle de ce système de contrôle affectif dans lequel elle s'est trouvée enfermée. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que je prenais pour de la protection était en réalité une manière de me maintenir dans une forme de dépendance. Elle ne cite toujours pas William Lémergie, mais l'ombre est là, dans chaque ligne, dans chaque silence, et plus encore dans ce passage où elle dit « À un moment, on vous fait croire que votre succès, vous ne le devez pas à votre travail, mais à celui qui vous a tendu la main. C'est une forme de chantage moral. » Elle avoue avoir mis des années à regagner confiance en ses capacités, à se libérer de cette voix intérieure qui lui répétait qu'elle ne serait jamais légitime sans l'aval de certains. Ce n'est pas une confession explosive, ce n'est pas un règlement de compte, c'est une libération maîtrisée, une reprise de pouvoir symbolique. Elle reprend la parole, mais à sa manière, sans cri, sans vengeance, sans procès médiatique, simplement avec des faits, des émotions assumées et un message fort. Dans une émission spéciale de Europe 1, entourée de femmes journalistes et animatrices, elle livre une phrase qui restera dans les mémoires. « Le plus grand piège, c'est de croire qu'on a besoin d'un homme pour exister à la télévision. » Silence dans le studio. Applaudissements. Des milliers de messages affluent sur les réseaux. Pour beaucoup, c'est une prise de parole historique. Elle ne parle pas que d'elle, elle parle au nom de toutes celles qui, dans les médias ou ailleurs, ont vu leurs valeurs remises en question au nom de la loyauté ou du pouvoir masculin. Et pourtant, malgré tout ce qu'elle dit, elle laisse encore une zone grise. Elle refuse de donner des détails trop précis. Pourquoi ? Par élégance ? Par peur de représailles ? Ou parce que, comme elle le dit elle-même, « Je préfère laisser les gens deviner. Ceux qui savent, savent. » Ce flou volontaire rend son témoignage encore plus fort. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais de briser le cycle, d'alerter, d'éclairer. Elle ne cherche plus à convaincre, mais à inspirer. Ce que Sophie révèle au fond, ce n'est pas un scandale, c'est une mécanique, une logique de domination douce, presque invisible, mais dévastatrice. Et elle en est sortie, sans haine, mais avec lucidité. Elle a payé le prix du silence, mais aujourd'hui, elle transforme ce silence en un cri doux que plus personne ne peut ignorer. Il n'y a pas eu de procès, pas de scandale judiciaire, aucun livre brûlot, juste une femme, Sophie Davant, qui a décidé un jour de reprendre sa vie en main. D'abord doucement, presque timidement, puis pleinement, avec une force tranquille qui a surpris même ceux qui l'avaient connue dans l'ombre d'un autre. Son parcours, vu de l'extérieur, pourrait sembler classique, une animatrice qui passe de la télé à la radio. Mais en réalité, c'est l'histoire d'une reconquête, celle de la parole, de l'estime, de l'indépendance. Pendant trop longtemps, elle a été perçue comme la protégée de William Lémergie, comme l'éternelle présence féminine d'une émission de plus grande envergure. Mais aujourd'hui, elle est la voix principale d'une génération de femmes qui refusent la soumission douce. Sophie Davant n'a jamais crié,
Elle n'a jamais attaqué, et c'est précisément cela qui rend son geste si puissant. Elle a choisi de s'élever non contre quelqu'un, mais au-dessus de tout un système. Son départ de France 2 n'était pas un exil, c'était une libération, une sortie choisie qui lui a permis de s'accomplir ailleurs, selon ses propres règles, et surtout de démontrer qu'on peut réussir sans renier à ses blessures. Dans une société où les figures féminines sont encore trop souvent jugées à travers le prisme des hommes qui les ont accompagnées, Sophie a inversé la perspective. Elle a montré qu'on pouvait être mentoré sans être possédé, aidé sans être redevable à vie, et surtout qu'on pouvait se libérer sans éclat, mais avec éclat. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à plaire, mais à inspirer, à son rythme, dans sa voix, dans sa vérité. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi est-elle partie ?», mais bien « combien d'autres femmes comme elle attendent encore de s'autoriser à partir ?»